Alors nous allons donner quelques précisions concernant ce que l'on appelle la procédure collégiale. Lorsqu'une personne en fin de vie ne peut s'exprimer ou est maintenue en vie artificiellement, c'est au médecin en charge du patient que revient la décision de poursuivre, limiter ou arrêter les traitements. Cette décision peut être justifiée lorsque le patient est dans un état au-dessus de toute thérapeutique possible pour éviter une obstination déraisonnable ou un acharnement thérapeutique. Cela signifie que les actes qui ont pour seul effet de maintenir artificiellement un patient en vie peuvent être limités ou arrêtés, car ils sont inutiles ou disproportionnés et ne visent plus en définitive qu'au maintien artificiel de la vie. Pour aider le médecin en charge du patient à prendre la meilleure décision pour cette personne, la législation, au travers de la loi Claeys-Leonetti, prévoit la mise en place d'une procédure collégiale. Celle-ci a pour principal objectif d'éviter toute décision arbitraire et solitaire de la part du médecin, tout en garantissant la dignité du patient et en respectant autant que possible ses volontés concernant ses conditions de vie ou de mort. Elle peut aussi être envisagée chez un patient en situation d'échec thérapeutique, malgré une stratégie bien conduite, pour éviter un acharnement thérapeutique chez un patient dont l'évolution attendue est défavorable en termes de survie et ou de qualité de vie, et posant la question d'une obstination déraisonnable, et chez un patient dont l'évolution est défavorable et pour lequel une réascension des traitements paraît déraisonnable, inutile ou disproportionnée. L'organisation d'une procédure collégiale en situation peut s'imposer et peut être demandée par le médecin, auquel cas il est obligé d'informer le patient, s'il est en mesure de comprendre l'enjeu, la personne de confiance, sa famille ou ses proches. Elle peut être à l'initiative du patient lui-même, de la personne de confiance, de la famille ou d'un proche du patient, auquel cas le médecin est tenu de mettre en œuvre la procédure. Elle peut être imposée par le patient lui-même, lorsque celui-ci s'est exprimé préalablement dans ses directives anticipées lorsqu'elles sont disponibles. En pratique, la procédure collégiale consiste en une concertation entre le médecin en charge du patient et l'ensemble des professionnels de santé intervenant dans sa prise en charge, qu'il s'agisse des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes, des psychologues, des aides-soignantes. Elle doit inclure obligatoirement comme consultant un médecin ou deux médecins extérieurs à l'équipe et sans lien hiérarchique avec le médecin en charge du patient. Ils auront à rédiger un rapport qui sera annexé au dossier. La réunion programmée est organisée par le médecin en charge du patient et mise en œuvre sous la conduite d'un facilitateur qui distribue le temps de parole et la parole, d'un secrétariat en charge du rapport de la procédure, rapport lui aussi annexé au dossier. La réunion peut être au mieux réalisée en présence et ou en visioconférence. Cette procédure collégiale peut être structurée en plusieurs moments, plusieurs étapes. Dans l'ordre, l'exposé par le médecin en charge du patient de la situation clinique pour la prise de conscience collective de la situation. Chacun des participants est amené à échanger et s'exprimer à propos de sa connaissance et du vécu de la situation, notamment l'existence ou non de directives anticipées, d'une personne de confiance et du résultat de la consultation de la famille ou des proches préalables. Deuxième moment, l'identification et la formulation du questionnement éthique. Qu'est-ce qui pose problème dans cette situation? À quel choix sommes-nous confrontés? Quelles sont les volontés et les attentes exprimées par les différents participants, les différents acteurs? Troisième moment, l'identification des points de repère cliniques, juridiques, éthiques et organisationnels. En particulier cliniques, le diagnostic, le pronostic, les indications, les contre-indications, les effets secondaires, les bénéfices, les inconvénients des traitements qui pourraient être mis en œuvre. Quatrième moment, l'identification des différentes orientations possibles. La délibération et ce qui est important, la hiérarchisation des réponses envisageables. Cinquième moment, le choix et la détermination de la meilleure orientation. Une décision raisonnable, y compris le report de la
procédure pour une réévaluation de la situation. Sixième moment, peut-être le plus important, l'évocation du projet de mise en œuvre de l'orientation proposée. Les mesures à prendre pour mettre en œuvre l'orientation, le délai de mise en œuvre de l'orientation, le soutien auprès des personnes concernées par la mise en œuvre, y compris l'annonce à la personne de confiance, la famille ou les proches. À l'issue de ce processus collectif de réflexion, qui a recherché une attitude raisonnable, que faut-il faire pour bien faire pour cette personne? La décision finale de limitation ou d'arrêt des traitements ne peut être prise que par le médecin en charge du dossier. La décision prise n'est ni le résultat d'un vote, ni le résultat d'un consensus, mais le résultat d'une décision médicale et éthique prise en responsabilité. Si en principe les directives anticipées du patient s'imposent au médecin, ce dernier peut refuser de les appliquer dans le cas où elles seraient manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient. Il devra alors motiver son refus d'appliquer les directives anticipées et inscrire sa décision au dossier médical du patient. Le médecin en charge du patient peut aussi décider d'une réévaluation, nous l'avons déjà dit, ultérieure, dans une nouvelle procédure collégiale, estimant à l'instant que la situation n'est pas suffisamment convaincante pour une limitation thérapeutique ou un arrêt des thérapeutiques. À l'issue de la procédure collégiale, le médecin en charge du patient informe de la décision et de ses motifs la personne de confiance, la famille ou les proches du patient, dans des conditions leur permettant d'exercer un recours utile. Le médecin ne peut mettre en œuvre la décision d'arrêt des traitements avant que les personnes qu'il a consultées aient eu la possibilité effective de former un recours le cas échéant. En effet, les recours prévus contre une décision d'arrêt ou de limitation des traitements par la famille se font soit par la voie d'un référé suspension, soit par la voie d'un référé liberté. Article du Code de la justice administrative. Aucun délai n'est prévu dans les textes pour mettre en œuvre la décision de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques. Cependant, il est fortement recommandé d'attendre quelques jours après la notification de la décision avant la mise en œuvre de celle-ci, notamment pour permettre à la famille d'accompagner les derniers moments du patient. En attendant, le médecin devra tout mettre en œuvre pour soulager son patient, y compris la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue. La décision finale d'arrêt ou de limitation des traitements prise à l'issue de la procédure collégiale doit faire l'objet d'une traçabilité rigoureuse dans le dossier du patient. Sont rapportés dans le dossier la date de la procédure, le nom des participants, l'existence ou non de directives anticipées, l'avis de la personne de confiance, l'avis de la famille ou d'un proche, l'avis, la position préalable du patient, les avis recueillis, la nature et le sens des concertations, les orientations proposées, le motif et l'éclairage de la décision, le rapport du médecin consulté, l'information de la personne de confiance de la famille ou d'un proche. Et enfin, la stratégie de mise en œuvre de la décision.